On va d'abord commencer par une présentation succincte et rapide des études de pharmacie, mais je pense que c'est important pour bien poser la nature du problème. Il y a 3 cursus que vous pouvez faire lorsque vous faites des études de pharmacie. Premier cursus, c'est le cursus officine. La porte d'entrée, vous y êtes, c'est la filière LAS. Alors cette filière LAS, bien évidemment, si vous voulez faire le cursus officine, il faut bien évidemment que vous choisissez la filière pharmacie. Si vous obtenez, vous êtes éligible pour la filière pharmacie, vous allez vous retrouver en 2e année. Alors vous allez voir en effet que très tôt, on va vous mettre sur le versant pratique en effet de notre activité, et vous allez avoir un certain nombre de stages à réaliser. Donc en 2e année, vous allez avoir un stage officinal d'initiation qui fait 4 semaines. La validation de la 2e année vous autorise donc à passer en 3e année. Là aussi, on va avoir un stage officinal d'application qui est un peu plus court, mais qui vous permet en effet de commencer à prendre en compte la partie pratique de votre activité. Une fois que vous aurez validé la 3e année, vous validez le premier cycle des études de pharmacie. Et ceci est sanctionné par le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques, qui vous donne également le grade de licence, l'équivalent en effet de la licence que vous pouvez voir dans les autres composantes. La validation de la 3e année, donc du premier cycle, vous permet de rentrer dans le 2e cycle, et là vous allez avoir la 4e année, où il y aura également encore un stage officiel d'application. Cette 4e année, elle est importante, c'est une année charnière, parce que c'est l'année où vous allez devoir choisir en effet votre cursus, entre celui qui est ici, le cursus officinal, et les 2 autres dont je vais vous parler après, le cursus industrie et le cursus internat. Et c'est au second semestre, en effet, de cette 4e année que vous faites ce choix. Donc ici, on est dans le cursus officine, donc là, vous faites le choix officinal. Et à partir de là, tous les enseignements qui vont vous être dispensés vont porter et vont vous former, en effet, au métier de pharmacien d'officine. Vous validez votre 4e année, vous arrivez donc en 5e année. Alors la 5e année est une année également un peu particulière, puisque c'est ce qu'on appelle la 5e année hospitalo-universitaire. Donc vous allez partager votre temps entre des cours à la faculté, toujours en lien avec votre choix officinal, et puis des activités en effet dans les services hospitaliers, pour que vous puissiez commencer en effet à appréhender l'exercice de votre métier au contact en effet des patients. La validation de la 5e année des études de pharmacie vous permet de valider également le 2e cycle, et vous donne en effet accès au diplôme de formation appliquée en sciences pharmaceutiques, qui correspond au grade de master. Alors je suis une petite aparté, on va vous mettre en effet l'ensemble de la présentation sur Moodle, on vous la mettra demain, donc vous aurez l'ensemble des informations qui sont ici. Très bien, vous validez la 5e année, vous sortez du 2e cycle, vous entrez dans le 3e cycle, et le 3e cycle pour le cursus officine est constitué d'une seule année, la 6e année en effet dite officinale, et bien évidemment comme vous vous destinez à l'exercice de l'officine, eh bien le stage officinal sera un stage long qui va être de 6 mois. À l'issue duquel vous validez le 3e cycle, vous validez la 6e année, vous pouvez à ce moment-là vous inscrire en thèse d'exercice, et la thèse d'exercice vous permet d'obtenir le diplôme d'État de docteur en pharmacie. Ça, c'est le cursus officine. Deuxième cursus auquel vous pouvez prétendre, c'est le cursus industrie. Alors, je ne vais pas revenir sur le premier cycle, puisque c'est exactement le même que celui, en effet, que pour le cursus d'officine. On va donc se focaliser sur la 4e année. La 4e année qui est celle où vous faites le choix de votre cursus. Là, en l'occurrence, vous choisiriez le cursus industrie. Et donc, à partir du moment où vous faites ce choix, l'ensemble des enseignements qui vont vous être dispensés portent bien évidemment sur des enseignements en lien avec l'exercice de la pharmacie au niveau industriel. On retrouve la 5e année hospitalo-universitaire, puisque vous avez fait le choix du cursus industrie, vous aurez également, en plus de cette année, un stage industriel de 4 à 5 mois à réaliser. Donc, on vous fait bien rentrer en effet dans votre activité finale. Vous validez votre 2e cycle, vous vous retrouvez dans le 3e cycle, lui également constitué pour le cursus industrie d'une seule année, où là, vous allez faire un stage industriel, et non pas officinal, bien entendu, de 6 mois, qui vous permet de valider en effet votre 6e année, de pouvoir passer votre thèse d'exercice et d'obtenir également, à l'instar du cursus officine, le diplôme d'État de docteur en pharmacie. 3e et dernier cursus, le cursus internat. On retrouve le premier cycle, identique au précédent. Donc on va se focaliser là également sur la 4e année. La 4e année, l'année du choix. Cette fois-ci, vous décidez de choisir non pas officine ni industrie, mais vous décidez de choisir en effet la filière internat. À partir de ce moment-là, les cours qui vont vous être dispensés vont vous préparer à présenter le concours de l'internat en pharmacie, qui est un concours national. Et ce concours, vous allez le passer pendant la 5e année, donc l'année hospitalo-universitaire. Si vous réussissez ce concours, qui est un concours classant, vous allez en effet à ce moment-là rentrer dans le 3e cycle, et contrairement aux 2 cursus précédents, ce 3e cycle est constitué de 4 ans. 4 ans qui vont vous permettre, in fine, de valider au bout de ces 4 années un diplôme d'études spécialisées, ce qu'on appelle un DES. Alors vous avez plusieurs possibilités. Il peut s'agir d'un DES en biologie, et c'est ce que Thomas Guillard vous expliquera tout à l'heure. Vous pouvez choisir le cursus d'un DES en pharmacie hospitalière, c'est ce que Florian, en effet, va également vous expliquer tout à l'heure. Donc ces 4 années vous permettent de valider cette fois-ci le 3e cycle, qui, comme vous voyez, est beaucoup plus long en effet que pour les 2 autres cursus. Puis ensuite, vous passez votre thèse d'exercice et
vous obtenez là également le diplôme d'état de docteur en pharmacie. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 3 cursus, vous obtenez, quel que soit le cursus que vous aurez choisi, un diplôme d'état de docteur en pharmacie. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'avec un seul diplôme et même diplôme, vous avez une diversité des métiers qui vous sont proposés. Vous pouvez exercer votre activité en tant que pharmacien en officine, on va vous en parler, en tant que pharmacien en industrie pharmaceutique, je vous en parlerai tout à l'heure, en tant que pharmacien hospitalier et que pharmacien biologiste, les deux étant issus de la filière internat. Et puis pour terminer, je vous donnerai quelques informations sur le pharmacien enseignant-chercheur, qui est encore une voie un petit peu particulière, qui vient en effet s'associer aux 2 voies précédentes, en effet, que sont l'internat et que sont la voie industrielle. Comme disait Monsieur le doyen, mon secteur d'activité est la pharmacie d'officine. Donc c'est de loin le secteur le plus connu des études de pharmacie. Mais j'aimerais bien rentrer un petit peu plus dans le détail et vous donner envie d'embrasser cette vocation qui est la mienne. En quelques mots, moi je suis pharmacien d'officine et je suis installé depuis une douzaine d'années. Et donc je suis docteur en pharmacie. La profession de pharmacien d'officine a été reconnue, on va dire, d'utilité publique depuis la crise sanitaire, depuis la crise Covid. Et la pandémie a remis le pharmacien d'officine au centre de l'organisation des soins quotidiens. Et a réaffirmé l'importance de leur présence sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le savez, les officines ne peuvent pas s'installer partout et donc il y a à peu près approximativement un pharmacien dans tous les villages de France, on y reviendra. Nos croix vertes illuminent tous les villages et les villes de France. La pharmacie d'officine est le premier lieu de santé utilisé par les Français, toujours présent et accessible par tous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une pharmacie est ouverte, vous pouvez rentrer, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Voilà. C'est une profession d'avenir. Pourquoi? Parce que c'est la clé de voûte pour enrayer les problèmes engendrés par la désertification médicale. Il y a de moins en moins de médecins, surtout en campagne, et pas que. Et comme je le disais, nous, on est toujours là, et donc du coup, on devient très très important. Il y a une réaffirmation du rôle de professionnel de santé de premier recours dû à la répartition sur l'ensemble du territoire. La profession est plébiscitée par les patients et valorisée par les pouvoirs publics. Et donc, je voulais juste vous dire qu'embrasser cette profession, c'est donner un réel sens à votre vie professionnelle. Donc, un pharmacien assistant, c'est-à-dire un pharmacien qui n'est pas propriétaire de sa pharmacie, a un salaire médian entre 3 000 et 5 000 euros net par mois, 35 heures par semaine et un statut cadre. C'est une des rares professions à avoir un statut de cadre à 35 heures par semaine. Quand on est cadre autre part, on est plutôt sur des quotas horaires beaucoup plus importants, avec des heures supplémentaires qui sont bien sûr majorées. Vous auriez le passé, ce que j'ai pas... Voilà. Choisir cette profession, c'est s'offrir un réel pouvoir d'achat, acquérir un niveau de vie sympa, je le disais, une évolution vers la titularisation qui est facilitée. La titularisation, c'est devenir propriétaire de son officine. Les banques sont beaucoup moins frileuses, les montages financiers sont favorables à l'installation, il y a des rachats progressifs des fonds de commerce de pharmacie, il y a des associations à plusieurs pharmaciens qui sont possibles, création de sociétés qui protègent l'entrepreneur que nous sommes aussi. Donc en fait, je tenais à tordre le cou là ce soir, devenir titulaire et propriétaire d'une pharmacie, ce n'est plus réservé aux millionnaires, comme il y en a beaucoup qui semblent le dire. Voilà. Devenir titulaire, devenir propriétaire, être son patron, c'est donc possible. Vous êtes travailleur non salarié, les avantages d'être salarié et la liberté d'être libéral. Voilà. Quelques chiffres, le salaire au début, c'est 3 500 euros net par mois plus les avantages. Et le salaire après remboursement de la pharmacie, on est plutôt aux alentours entre 10 et 12 000 euros par mois. Voilà. Plus la constitution d'un capital important, puisque finalement, vous remboursez votre pharmacie et vous pourrez, à la fin de votre exercice, la céder et donc bénéficier de la valeur de votre fonds de pharmacie. Parce que la reconnaissance et l'argent ne font pas tout, choisir cette profession, c'est se donner du temps pour vivre et profiter sereinement. À quoi ça sert de gagner bien sa vie si vous êtes au boulot tout le temps? Voilà. Donc la pharmacie d'officine, ça a quand même un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de chômage. Zéro chômage. Vous êtes pharmacien, que vous soyez assistant ou titulaire, vous travaillez. Possibilité de faire 35 heures sur un nombre limité de jours. C'est-à-dire que si vous voulez faire lundi, mardi, mercredi, c'est-à-dire faire 35 heures sur 3 à 4 jours, vous pouvez très bien. Et donc être libéré pour le reste de la semaine. Donc ça libère beaucoup de temps libre. Possibilité de travailler dans toute la France métropolitaine et en Outre-mer. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller vous balader un petit peu dans le monde, vous pouvez très bien, avec votre diplôme, aller travailler à La Réunion. Voilà, enfin bon, tout est possible.
Possibilité d'aller travailler à l'étranger, ça, les diplômes nous permettent d'aller travailler à l'étranger. Alors il y a certainement des remises à niveau qui sont nécessaires, mais vous pouvez tout à fait le faire. Métier aux horaires en corrélation avec une vie familiale. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez, quand vous êtes assistant, vous terminez à 19h, 19h30, la journée où vous travaillez, vous ne rentrez pas à 23h, quoi. Voilà. Hein. Protection importante en cas de grossesse et de parentalité. Moi, je pense que c'est important de le dire parce que quand on est assistant en officine, on a toutes les protections que le statut le permet. Et vous pouvez très très bien vous arrêter pour avoir un enfant, pour être père et reprendre votre travail par la suite. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est permis aussi par le fait qu'il n'y ait pas du tout de chômage, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, on a besoin de vous, quoi. Donc, clairement. Et vous avez 5 semaines de congés payés. Pour terminer, la pharmacie d'officine, c'est vivre libre et être heureux. C'est une profession qui allie le médical, vous soignez des gens, réellement. C'est ce que je voulais vous expliquer lors du premier slide. Vous avez du temps libre, vous profitez de votre vie. L'entrepreneuriat, vous vous développez personnellement. Vous créez un patrimoine financier et vous assurez votre avenir pour vous et vos enfants. Quelle profession offre cette diversité ? Une profession médicale comme la médecine et la chirurgie dentaire avec de gros avantages. Quand vous êtes absent, votre activité continue à fonctionner. C'est-à-dire que quand vous êtes pharmacien installé, quand vous n'êtes pas là, votre pharmacie continue à tourner. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas des autres professions médicales. Une profession encore protégée de la judiciarisation de notre société. Une profession d'avenir, sereine, qui correspond bien à la tendance actuelle, associer une vie professionnelle remplie dans le respect des choix de vie personnelle. L'industrie pharmaceutique, c'est véritablement le système qui concentre en effet tous les fantasmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque l'on parle argent dans une entreprise pharmaceutique, on parle en milliards d'euros. Il y a 3 chiffres que j'aimerais bien que vous reteniez ici. Le premier chiffre, c'est celui-ci. 7,3 milliards d'euros, en effet, sont consacrés en effet à la recherche et au développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises pharmaceutiques, le domaine pharmaceutique industriel, en effet, est un domaine en effet qui a les moyens d'embaucher, qui a les moyens en effet de donner d'excellents salaires en effet au personnel qu'il va recruter. Les personnels, donc cette somme est consacrée à la recherche et le développement. Le deuxième chiffre, c'est celui qui est en haut. Environ 5000 personnes travaillent dans les industries pharmaceutiques. Je parle en France, bien entendu, hein, je me cantonne bien évidemment à la France. 100 000 personnes travaillent en effet dans les entreprises pharmaceutiques en France. Ça peut paraître peu, mais c'est lié au fait en effet que ces 100 000 personnes sont extrêmement spécialisées, extrêmement sophistiquées dans leur art en effet, et c'est pour ça en effet qu'elles sont peu nombreuses pour représenter en effet une activité qui, elle, est très importante. Dernier chiffre, le nombre de sites de production. Il y a en France 271 sites de production qui produisent en effet, de façon quotidienne, en effet, des médicaments. Alors c'est quoi la place du pharmacien dans celle-ci ? Alors pour que vous compreniez bien la place du pharmacien, quelques mots sur ce qu'on appelle le cycle de vie du médicament. C'est quoi le cycle de vie du médicament ? C'est l'ensemble des étapes qui, partant de la recherche, celles qui permettent d'identifier en effet un produit ayant une potentialité thérapeutique, à la conception du médicament proprement dit, celui-là même en effet qu'on va délivrer auprès du patient. L'ensemble en effet de ces étapes constitue donc le cycle de vie du médicament. Eh bien, à chacune des étapes de ce cycle de vie, le pharmacien intervient. Il intervient au niveau de la recherche, il intervient dans les essais précliniques et cliniques, il intervient dans le marketing, il intervient dans la production, il intervient dans le contrôle de la qualité du médicament, il intervient à toutes les étapes. C'est un élément très très important. C'est le pharmacien qui intervient de façon réglementaire. Ça veut dire que vous pourriez prendre n'importe quel autre professionnel de santé ayant des compétences en effet très proches de celles qu'exerce le pharmacien, il ne pourrait pas exercer cette activité. Pourquoi ? Parce que le pharmacien, c'est celui-là même à qui on a donné en effet l'ensemble des informations, l'ensemble des compréhensions des mécanismes en effet qui lui permet en effet d'exercer en effet l'ensemble de ces activités. Donc le rôle du pharmacien, il est essentiel dans les entreprises en effet, dans les entreprises pharmaceutiques. Donc il a un rôle central ce pharmacien. Vous l'avez donc compris, le pharmacien, c'est bien évidemment un expert du médicament. Je pense que Nicolas, au travers de ce qu'il vous a décrit sur l'officine, a réussi à vous en convaincre. C'est également un expert, en effet, dans les entreprises pharmaceutiques. Alors, l'effectif représenté est relativement faible sur l'ensemble du personnel utilisé. Il n'y a que 9% de l'effectif qui est représenté par les pharmaciens, mais ce sont des personnes, en effet, qui sont ultra professionnalisées. Ça fait 9000 pharmaciens à peu près, qui sont tous cadres et qui vont donc exercer leur activité, soit en recherche et développement, soit en marketing,
soit en réglementation, soit en production, soit en qualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la formation, en effet, pour être capables d'intervenir, en effet, dans ces différents secteurs. Et seuls eux, en effet, ont la pertinence et la capacité, en effet, à être capables de développer une activité de recherche, de s'assurer qu'une production se met bien en place, que la qualité du médicament fini est bien celle, en effet, attendue. Donc, il est essentiel, en effet, sur l'ensemble des rouages de l'activité industrielle. Comment est-ce qu'on peut rentrer en effet dans l'industrie pharmaceutique? Alors, il n'y a pas besoin de faire un cycle très long. Vous voyez qu'au niveau de la 6e année, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire un stage industriel, en effet, qui soit en relation avec les fonctions que vous voulez exercer. Vous voulez exercer des fonctions en production. Lors de la 6e année, vous faites un stage en industrie, en effet, qui est en relation avec la production. Si c'est le marketing qui vous intéresse, vous faites un stage qui est en relation avec le marketing. Et autant que faire se peut, il faut essayer de le faire en effet dans le cadre d'un master qui vous donne en effet une appellation en effet encore supérieure. L'autre élément important dans l'industrie, c'est que l'évolution est très très rapide. Vous êtes dans un secteur, vous pouvez très rapidement en effet évoluer dans ce secteur, donc vous avez une grille d'évolution en effet qui est relativement importante. Enfin, je terminerai par cela. Parmi l'ensemble des cadres qui existent en effet dans les entreprises de façon générale en France, les cadres en effet qui sont les mieux rémunérés sont les cadres en effet pharmaciens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Bonsoir, donc moi je suis Thomas Guillard, je suis PUPH en bactériologie, donc je suis professeur d'université en médecine, mais je vais vous expliquer pourquoi, et praticien hospitalier. Donc je travaille à la faculté, ici, et au CHU. Et je suis biologiste médical. Alors, juste pour que vous compreniez, c'est ce qui vous a été expliqué sur les différents cursus. Donc, moi, j'ai fait l'internat, donc 4 ans d'internat, à la fin duquel j'ai eu un diplôme d'études spécialisées en biologie médicale. Donc, c'est ce que je vous ai indiqué. La biologie médicale, pour que vous compreniez bien, c'est la seule spécialité qui est commune avec la médecine, puisque nous faisons notre internat de 4 ans de biologie médicale avec les étudiants de médecine qui ont au final le même diplôme que nous. C'est-à-dire qu'on est médecin biologiste ou pharmacien biologiste. Alors l'exercice à la fin, c'est pareil, je vous l'ai indiqué là pour que vous sachiez. En fait, une fois qu'on a le DES de biologie médicale, on peut exercer donc, dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale. Les LABM que vous connaissez tous, vous avez dû tous en voir dans les villes où vous habitez. C'est là où vous allez faire les analyses de biologie médicale, que ce soit la prise de sang ou le prélèvement urinaire. Et vous avez différents lieux où se trouvent ces laboratoires. Donc il y a les laboratoires privés, c'est les laboratoires que vous trouvez en ville. Et il y a les laboratoires hospitaliers, qui sont les laboratoires soit en centre hospitalier général, exemple si vous travaillez dans un laboratoire à l'hôpital de Charleville, ou dans un centre hospitalier universitaire, un CHU, comme ici à Reims, qui est en fait un établissement de santé où l'on forme en plus les étudiants en médecine et en pharmacie au cours de l'externat et de l'internat. Donc en gros, le DES de biologie médicale, il est commun médecine-pharmacie. Il y a un exercice soit en privé, soit en hospitalier, que ce soit dans un CHG, donc un hôpital, ou un CHU. Et à l'intérieur de ce diplôme d'études spécialisées en biologie médicale, on a la possibilité de se spécialiser. Donc moi, j'ai choisi par exemple la bactériologie, mais on peut faire de la parasitologie, on peut faire de l'hématologie. Donc c'est quand même des rouages très très importants dans la chaîne de soins. Je vous donne 2 exemples. Pour la bactériologie, il n'y a pas une décision de traitement probabiliste de patients qui sont septicémiques dans un hôpital sans que le bactériologiste donne son avis sur ce qu'on a observé dans le flacon d'hémoculture du patient et qui permet de mettre le bon traitement thérapeutique avec un conseil en antibiothérapie. Deuxième exemple, si on prend l'hématologie, il n'y a pas une spécialité où il n'y a pas l'importance qu'il y ait un regard au microscope d'un frottis sanguin, par exemple pour faire le distinguo entre un syndrome mononucléosique ou une leucémie aiguë. C'est le biologiste médical spécialisé en hémato qui va faire la distinction entre les 2 types cellulaires et qui va permettre en fait aux médecins, aux cliniciens qui prennent en charge le patient, soit de s'inquiéter si c'est une leucémie, soit de ne pas s'inquiéter si c'est un simple mononucléose. D'accord ? Donc voilà, ça c'est le métier de pharmacien biologiste. Alors moi je vous ai représenté mon cursus, alors c'est pas pour que vous ayez peur de la durée que ça a pris, mais c'est pour que vous vous rendiez compte quelles ont été les différentes étapes et surtout pour que vous compreniez bien que si mon cursus a duré aussi longtemps, c'est parce qu'il m'a plu et parce que j'ai tiré bénéfice et intérêt de chacune des étapes. Donc juste pour que vous compreniez, j'ai fait mes études de pharmacie, à la suite desquelles j'ai fait mon internat de biologie médicale, donc c'est le fameux internat qui est commun avec les médecins. Ensuite, j'ai fait un assistanat, donc j'ai fait en fait l'équivalent du clinica en médecine. Donc pour que vous compreniez, à la fin de l'internat, vous êtes docteur en pharmacie, et vous avez un DES de biologie médicale, donc vous êtes pharmacien biologiste. Donc vous pouvez soit vous installer en ville,
soit à l'exercer à l'hôpital en tant que praticien hospitalier dans un CAG ou dans un CHU. Si vous décidez de continuer, vous pouvez faire 4 ans, enfin de 2 fois 2 ans, donc 4 ans au maximum, d'assistanat hospitalo-universitaire, où là, en fait, ma fonction a été de continuer à faire mon exercice hospitalier, d'enseigner à mes internes et aux étudiants de médecine, puisque moi j'étais en faculté de médecine, et de faire de la recherche, puisque c'est aussi une de mes activités, je vais vous expliquer juste après. Et ensuite, j'ai continué, j'ai fait un postdoc, je suis parti aux États-Unis, je suis rentré, j'ai été nommé maître de conférence des universités, donc MCU-PH, donc toujours avec la triple mission d'enseignement, de recherche et d'exercice hospitalier. Et j'ai été nommé ensuite professeur des universités en bactériologie. Alors, comme le DES est commun, c'est pour cette raison que moi j'ai été nommé en médecine, mais on peut aussi être nommé en faculté de pharmacie. Alors pour vous donner un peu le contenu de ma journée en fait et que vous compreniez, en fait j'ai 3 missions et ces 3 missions elles ont un sens particulier et en fait je voudrais que vous compreniez que c'est ça qui est motivant. C'est-à-dire que j'ai à la fois une mission de soins, donc c'est toute la prise en charge des patients qui sont hospitalisés au CHU. Lorsqu'il va y avoir des analyses de bactériologie, elles vont arriver dans mon laboratoire et j'ai en charge avec mes collègues de pouvoir gérer tout le processus analytique, alors pré-analytique et analytique, et de conseil aux patients et aux cliniciens, de manière à ce que la prise en charge soit optimale. Donc ça va de l'examen cytobactériologique des urines, que vous avez peut-être déjà eu dans le cadre des infections urinaires, jusqu'à des prélèvements profonds post-opératoires en chirurgie, en passant par les hémocultures. Et à chaque fois, l'expertise, la capacité à faire l'identification des micro-organismes bactériens est une clé de voûte dans la prise en charge des patients. C'est une formidable interaction avec les services cliniques, puisque en fait, on est en lien avec les médecins continuellement pendant la journée, puisqu'il faut qu'on téléphone les examens directs, il faut qu'on donne des conseils en antibiothérapie. Tout ce qui est bactéries multirésistantes avec la résistance aux antibiotiques actuelle, dont vous avez certainement entendu parler, eh bien, en fait, on est en lien avec les équipes opérationnelles d'hygiène pour prévenir et pour pouvoir détecter et identifier les bactéries résistantes. Et on participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire, par exemple en orthopédie. Ici, c'est un centre de référence associé pour tout ce qui est infection grave ostéo-articulaire. Comme on a un process analytique qui est très particulier, j'ai mes collègues qui vont en staff et qui discutent avec les cliniciens, que ce soit les médecins infectiologues ou les chirurgiens, pour la prise en charge de ces infections complexes. Alors ma deuxième mission, c'est la mission d'enseignement. Donc moi, je suis en faculté de médecine, donc j'enseigne en médecine aux étudiants de 3e année, mais également en parcours sciences, puisque c'est nous qui avons la charge de l'enseignement de bactériologie. Alors l'enseignement, c'est expliquer aux étudiants tout le monde bactérien, les mécanismes de résistance aux antibiotiques, toute la physiopathologie des maladies infectieuses et le rôle des bactéries dans ces pathologies. Et on a des internes. On a des internes tous les 6 mois auxquels on fait des cours pendant leur semestre, pendant le temps où ils sont dans notre laboratoire. Et donc du coup, c'est aussi des enseignements pour pouvoir leur apprendre la biologie spécialisée en bactériologie médicale. Troisième fonction, j'ai une fonction de recherche et donc je fais mon activité de recherche dans l'unité INSERM qui est ici à Reims. Donc je travaille sur la plasticité et le remodelage de l'épithélium respiratoire et comment les infections bactériennes peuvent moduler cela. Et donc ça nous donne la possibilité de faire à la fois de la recherche fondamentale, donc vraiment sur les processus physiopathologiques et d'interaction haute pathogène, mais également de la recherche clinique, puisqu'on développe forcément des études qui permettent d'évaluer de nouvelles technologies de diagnostic au laboratoire ou de nouvelles thérapeutiques lorsqu'on doit tester la résistance d'un large panel de bactéries à des nouveaux antibiotiques. Ben ça, c'est quand même une chance qu'on a de pouvoir continuer finalement à apprendre de nouvelles choses et à participer à l'augmentation des connaissances. Donc des étudiants en Master 1, en Master 2 et des doctorats d'université. Donc j'ai essayé de vous symboliser parce que le salaire, vous pourrez le trouver, il suffit que vous allez sur Internet. Moi, on est une des rares professions où si vous tapez sur Internet, vous avez nos grilles de salaire. Donc je pense que par rapport à d'autres, tout le monde sait combien on gagne. Mais ce que je pense qui est important que vous reteniez, c'est que c'est une activité qui n'est pas du tout monotone. C'est-à-dire que comme vous avez, même si vous n'avez que la fonction hospitalière et que vous n'avez pas la mission d'enseignement et de recherche, vous avez quand même, en étant microbiologiste et en étant biologiste médical, une variété d'activités qui est très très importante et donc du coup une absence de monotonie.
Ça nécessite forcément, puisque toutes les recommandations de bonnes pratiques, que ce soit la bonne pratique d'antibiothérapie, les bonnes pratiques analytiques, les normes d'accréditation sont continuellement remises à jour. Donc, vous avez une remise en question quotidienne, enfin, quasiment quotidienne de votre exercice. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui vous permet de parfaire vos connaissances de manière régulière. Et donc, du coup, vous avez l'impression de finalement de ne pas trop vieillir. Et dans la profession que moi j'exerce, j'ai quand même la chance d'être en lien avec les cliniciens. Et donc, je pense que j'ai ce sentiment quotidien d'apporter quelque chose dans la prise en charge des patients et sans quoi le clinicien ne pourrait pas faire, puisqu'à l'heure actuelle, il suffit je pense que vous avez tous regardé Dr House ou Urgence, il n'y a pas un diagnostic qui est posé sans examen complémentaire en médecine. Et donc, du coup, on a un rôle primordial pour cela. Et j'ai des étudiants, j'ai des internes, donc en fait, on a ce que j'appelle moi un sentiment de jeunesse, c'est-à-dire qu'en fait, on est régulièrement challengé par des plus jeunes. Et en fait, alors on vieillit, hein, mais on a l'impression de moins vite de vieillir que les autres. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est une source de plaisir dans mon activité quotidienne et finalement, qui est un peu une satisfaction que j'ai à former les gens. Y a-t-il des pharmaciens à l'hôpital? Oui, j'en fais partie. Voilà, vous en avez un devant vous. Vous en avez un devant vous. Alors moi en plus je suis minorité parce que pour le coup c'est la section des pharmaciens qui est la plus féminisée. Donc je suis une sorte de cas particulier. Alors en ce qui me concerne, j'ai un parcours finalement assez similaire à celui qui a été présenté par Thomas Guillard au sens où j'ai fait comme lui à un moment donné 4 ans d'internat et j'insiste parce que je sais que dans les familles il y a beaucoup de discussions là-dessus. Bac plus 9, qu'est-ce que c'est long? Non. Bac plus 4, 5e année, vous êtes la moitié du temps en stage à l'hôpital. Et après l'internat, la fac, vous y mettez les pieds 2 fois par an. Non, quand on est interne, on est hospitalier, on travaille, on a un salaire qui débute environ à 1 500 € par mois sans les gardes. Donc j'aime casser cette image parce que ce n'est pas 9 ans sur les bancs de la fac. Ça, c'est important aussi. On est vraiment sur quelque chose de professionnalisant. Donc en ce qui me concerne, effectivement, j'ai beaucoup plus de collègues qui n'ont qu'une activité hospitalière plutôt que comme moi qui ai aussi la chance, parce que je déteste en fait la monotonie, de pouvoir à la fois faire du soin, l'enseignement, la recherche. Bah tiens, moi aujourd'hui, comme ça je vais couper l'herbe sous le pied de ceux qui voudraient me poser la question. Moi ce matin, j'ai partagé ma matinée au CHU à encadrer une équipe qui prépare des médicaments injectables pour traiter le cancer. Alors je parle quasiment que de cancer, hein, je vous préviens. C'est des médicaments dont on ajuste les doses quasiment pour chaque patient. Donc il faut une certaine technicité. Et puis derrière, on a carrément été voir les patients pour s'assurer qu'ils avaient bien compris tout ce qui se passait en termes de médicaments, pour s'assurer que quand ils allaient sortir, ils allaient bien récupérer tous les médicaments contre les vomis, etc. qui sont associés, faire le lien avec les collègues de ville, médecins traitants, pharmaciens d'officine. Ça, c'était ce matin. En début d'après-midi, j'ai fait un cours très rapide. On présentait un cours du second semestre avec une de mes collègues. Et puis, j'ai fini l'après-midi, avant de vous rejoindre avec plaisir, à rédiger un protocole pour un projet de recherche. Donc là, c'est une journée 3 en 1. Je ne rentre pas dans le détail. Je ne pourrais pas dire ce soir en rentrant que je me suis ennuyé. Donc, ce qui est clair, c'est que les pharmaciens à l'hôpital, oui, il y en a, ils sont... Alors, ils ont mauvaise réputation, on les trouve souvent vers le fond de l'hôpital, mais en fait, ils sont de plus en plus visibles. On est beaucoup moins nombreux que les pharmaciens d'officine ou industriels. On est, vous le voyez, un peu moins de 8000. Section la plus jeune, section la plus féminine. C'est également un métier qui n'est accessible, comme pour le pharmacien biologiste, que par la voie de l'internat. D'accord ? Sachant que, petite subtilité, on vous a présenté tout à l'heure également les métiers industriels. L'internat de pharmacie hospitalière conduit en général à peu près 10% de nos internes vers des métiers également dans l'industrie. Donc ils vont quitter l'hôpital et exercer dans l'industrie, mais c'est en général pas les mêmes métiers. Affaires médicales, production, voire en agence, ANSM et Haute Autorité de Santé, voire OMS. J'ai quelques exemples dans mes anciens collègues d'internat. On exerce pour 2/3 d'entre nous dans les établissements publics de santé, le CHU de Reims, Charleville-Mézières, Troyes, Châlons, Épernay, pour ceux qui sont les plus proches de nous, vous y trouverez toujours un certain nombre de collègues pharmaciens hospitaliers. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement de nos journées ? C'est vraiment, je dirais, l'occasion, ce métier-là, d'arriver à, le terme un petit peu, pas toujours utilisé, mais de se spécialiser. D'approfondir certaines thématiques. Vous l'aurez compris, en ce qui me concerne, c'est clairement la cancérologie. Et puis, alors,
je le dis, mon collègue est parti, mais il aurait soutenu ce propos-là. Il y a de moins en moins de préparation en tant que telle de médicaments en pharmacie de ville. Par contre, à l'hôpital, on a gardé 100% de cette activité. Oui, vous savez que malheureusement, il y a aussi pas mal d'enfants, jeunes qui vont avoir des cancers, et l'industrie n'a pas prévu de médicaments adaptés à des enfants qui n'avalent pas des comprimés. Et donc, c'est systématiquement nous qui allons préparer des médicaments, par exemple, des sirops à partir de comprimés d'anticancéreux. On peut remplacer beaucoup de professions. Je ne suis pas certain qu'on puisse remplacer une profession qui est capable encore aujourd'hui de préparer des médicaments. Ça demande une technique et des connaissances dont certaines sont déjà en train d'être enseignées en première année. Vous verrez. Alors, il y a même quelques collègues, Jean Godineau à côté, vous savez, centre anticancéreux spécialisé, qui font de la radiopharmacie. Il y a des radiopharmaciens, donc ça c'est une année de plus, une spécialisation en plus, et ils préparent des médicaments radiopharmaceutiques. Alors ils travaillent avec des gants en plomb, dans des trucs hyper lourds, donc en plus ça fait les muscles. Les pharmaciens de Jean Godineau sont plutôt musclés. Il y a même des choses assez incroyables. Là, on est en 2020 et puis là, on est déjà dans le futur. Il y a des pharmaciens qui, depuis le début, ont œuvré pour développer et pour aujourd'hui utiliser dans les hôpitaux des médicaments qui sont les propres cellules du patient. On prend les cellules du patient, on les reprogramme, on les réinjecte et ces cellules sont reprogrammées pour attaquer les cellules du cancer. Impressionnant, hein ? Pourtant, c'est déjà actuellement en cours en France. Est-ce que ça coûte cher ? Oui, on parle de 350 000 € l'injection. Alors, le pharmacien hospitalier, il a aussi une réputation, c'est d'être parfois un peu le logisticien du médicament à l'hôpital, parce que certains d'entre vous, peut-être, n'aiment pas trop les patients. C'est possible, les collègues qui nous disent régulièrement, des étudiants, moi, j'aime pas trop voir les patients, c'est pas ce qui me plaît le plus. Par contre, j'aime bien réfléchir, j'aime bien le médicament. Et effectivement, à l'hôpital, il y a pas mal de collègues qui ont aussi ce côté vraiment logistique et qui passent leur temps à réfléchir pour faire en sorte simplement que tout au long de la journée et de la nuit, tous les patients de l'hôpital aient accès à des médicaments de qualité, à la bonne dose, au bon moment, par la bonne voie, etc., etc. Vous avez vu émerger là, autour de CHU, une nouvelle grande tour qui va être le nouvel hôpital de Reims. C'est un des plus grands chantiers européens, donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Je vous rassure, on est vraiment en train de se casser la tête actuellement pour savoir comment réorienter tous les flux de médicaments pour continuer à avoir le même service auprès des patients. Et puis enfin, peut-être que certains d'entre vous ont entendu le terme de pharmacie clinique. C'est une discipline qui est un peu jeune par rapport effectivement à la biophysique ou à la chimie. C'est une discipline qui va considérer que non, en pharmacie, il n'y a pas que du médicament et tout le monde autour, il y a aussi du patient et tout le monde autour, y compris le médicament. C'est pour résumer l'utilisation de l'ensemble des connaissances au bénéfice du seul patient. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on en fait beaucoup à l'hôpital, beaucoup en cancérologie notamment, c'est vraiment notre bras armé, mais il existe par exemple, si vraiment vous n'avez rien à faire dans le tram ou dans le bus ou je ne sais quoi, des podcasts, notamment un qui s'appelle Pharmaclinique, qui doit être disponible sur Spotify de mémoire. Alors je ne vous le dis pas uniquement parce que j'ai participé à un des épisodes, je ne suis pas encore assez prétentieux pour ça, mais en tout cas, c'est un podcast vraiment intéressant qui détaille pas mal de pans du métier et qui pourrait, à mon avis, être susceptible de vous plaire. Alors, vraie question, est-ce que c'est une bonne situation ? Je vais vous dire que oui aussi. Pourquoi ? Celles et ceux qui n'aiment pas négocier leur salaire, ils vont être ravis, vous n'avez pas besoin de le faire, comme l'a dit Thomas, en fait, votre salaire, il est connu par tout le monde, il est sur Internet. D'accord ? Un praticien hospitalier, 2 ans après l'internat, qui va sortir, il va commencer à peu près à 3 500 € jusqu'à un peu plus de 7 000 € par mois en fin de carrière, donc oui, c'est très confortable. 5 semaines de vacances par an ? Un petit peu plus, il y a ce qu'on appelle les RTT. J'ai des collègues qui sont hospitaliers à 100% de leur temps, qui ont en général une semaine de vacances tous les mois et demi, donc c'est quand même pas mal. C'est également un environnement qui concrètement, grâce à ce qu'on appelle les textes de la fonction publique, permettent aussi de s'absenter lorsqu'on a un enfant, en tant que père ou en tant que mère. D'ailleurs, en passant, j'ai apprécié de pouvoir partir quasiment plus de 3 semaines en congé paternité. C'était très agréable et je pense que tous les métiers ne le permettent pas, sincèrement. Et puis, globalement, pour aller un petit peu plus loin, c'est que vous exerciez dans un centre hospitalier régional, dans un CHU, dans un centre de lutte contre le cancer, dans un centre qui traite les patients atteints de maladies psychiatriques, toujours un exercice qui est très enrichissant, qui est aujourd'hui quasiment imbriqué dans l'exercice médical, c'est-à-dire qu'on passe notre temps non pas à appeler les médecins au téléphone, mais à travailler directement in situ avec eux. Et si vous aimez le médicament, que vous avez plutôt envie d'un exercice hospitalier dans un contexte hospitalier, c'est vraiment un métier que je ne peux que vous recommander, comme vous l'imaginez. Il y a 2 statuts au niveau de l'enseignant-chercheur. Il y a le statut, premier statut, c'est maître de conférence des universités.
Thomas vous l'a expliqué. Premier statut, le maître de conférence des universités. Alors comment fait-on pour devenir maître de conférence des universités? Pour postuler sur un poste de maître de conférence des universités, il vous faut à minima avoir ce qu'on appelle un doctorat d'université. Alors le doctorat d'université, il est représenté ici. Vous voyez, il est au bout là. Un doctorat d'université, il vous faut 3 ans en effet pour l'obtenir. C'est-à-dire que vous allez pendant 3 ans faire de la recherche sous l'encadrement en effet d'un senior pour en effet obtenir ce titre, qui est un des titres les plus élevés au niveau universitaire. Il n'y a qu'un seul titre au-dessus qui est l'habilitation à diriger les recherches, que d'ailleurs nous avons tous. L'habilitation à diriger les recherches, c'est le titre universitaire le plus haut en effet que l'on puisse obtenir en France. Juste en dessous, vous avez le doctorat d'université. Alors pour obtenir un doctorat d'université, sur les 3 cursus que je vous ai présentés, il n'y en a que 2 qui vous permettent d'y accéder. Le cursus industriel, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, au moment où vous vous trouvez en 6e année, plutôt que de prendre un stage industriel, vous prenez un stage dit de master recherche, qui vous prépare en effet à la recherche. Et ce stage de master recherche, c'est le stage en effet qui est obligatoire en effet pour pouvoir prétendre en effet à rentrer et avoir une activité en termes de thèse d'université pour au final obtenir un doctorat d'université. La deuxième voie, c'est le cursus de l'internat. Je crois que c'est Thomas qui a dû l'aborder. Lorsque vous arrivez en effet en 6e année et que vous avez vos 4 années de 2S en effet à valider pour être biologiste ou pharmacien hospitalier, il faut que vous trouviez le temps, en plus de toute votre activité, pour passer en effet et obtenir un master recherche. Donc le master recherche vous permet en effet de prétendre et de postuler en effet à des thèses d'université, au bout des 3 ans de laquelle vous pourrez en effet obtenir un doctorat d'université. Ce doctorat d'université en main, à ce moment-là, vous pourrez concourir en effet sur des postes de maître de conférence qui sont en effet à pourvoir en France, partout en France, bien évidemment. Alors c'est pas simple que ça, parce que pour obtenir, et même avec un doctorat et pouvoir arriver maître de conférence, il vous faut une qualification particulière qui sont données en effet par ce qu'on appelle les conseils nationaux des universités. La strate au-dessus du maître de conférence, au bout d'un certain nombre d'années, c'est en effet de concourir pour un poste de professeur des universités. Alors là, c'est un concours en effet que vous allez devoir passer. Là aussi, il vous faut une qualification particulière pour ce faire. Dernière petite strate, et vous voyez en effet qu'il en existe un certain nombre. Généralement, on recommande, après un doctorat d'université, de faire ce qu'on appelle un stage postdoctoral. Thomas vous a dit en effet qu'il avait fait lui un stage postdoctoral aux États-Unis, à Boston, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi un stage postdoctoral? Parce que ça permet de vous confronter aux activités de recherche et à la recherche en effet exercée dans les universités étrangères et dans les laboratoires de recherche étrangères. Et ça, c'est comme très très bien vu lorsque vous voulez en effet concourir pour un poste de maître de conférence. Alors évidemment, ça fait des parcours relativement longs, je l'entends volontiers. En revanche, quand vous y arrivez, et que vous arrivez en effet à ce stade de maître de conférence ou de professeur des universités, donc un stade d'enseignant-chercheur, là véritablement vous exercez un métier pour lequel en effet vous ne pouvez pas connaître en effet la monotonie. Alors ce que j'ai représenté ici, finalement, Thomas, Florian en ont déjà un petit peu parlé. On a donc une double activité, une activité d'enseignement, une activité de recherche. L'activité d'enseignement, vous l'aurez compris, c'est transmettre son savoir, son expertise, alors que vous les allez transmettre à des étudiants. Aux futurs acteurs de santé également, vous allez devoir transmettre en effet votre connaissance et votre savoir. L'autre élément important, c'est que vous allez apprendre au travers de la recherche. Et en fait, on ne peut pas faire un bon enseignement, à mon sens, si on n'est pas soi-même en effet capable de développer une recherche sur l'enseignement que l'on va en effet dispenser aux étudiants. Et donc, on est d'autant plus performant lorsque l'on fait de la recherche en effet pour faire un enseignement de qualité. On devra créer des contenus pédagogiques, participer à des jurys, une activité d'enseignement en effet, somme toute classique, mais qui est extrêmement prenante et qui vous apprend un peu plus chaque jour en effet sur cet environnement particulier en effet qui est la biologie et qui est l'homme. Sur le plan de la recherche, évidemment, vous allez exercer de façon continuelle et continue une activité de recherche. Généralement, pour ce qui concerne en effet les pharmaciens biologistes ou les pharmaciens hospitaliers, c'est une activité de recherche qui est en relation avec des problématiques de santé, soit en recherche fondamentale pour comprendre des mécanismes très intimes des cellules, soit au niveau appliqué pour essayer par exemple de découvrir de nouveaux médicaments. Ça nécessite la maîtrise de nombreux domaines. Alors évidemment, il faut qu'on soit bon en biologie, mais il faut également qu'on ait une certaine connaissance de la biochimie, de la bioinformatique. Les choses évoluant tellement vite, on s'aperçoit en effet qu'on doit maîtriser de plus en plus de domaines, ce qui est un enrichissement personnel et quotidien en effet de notre activité. Il faut expérimenter, parce que ça participe également de notre activité. On fait des manipulations, on fait pour essayer de mieux comprendre en effet certains phénomènes. Il faut également qu'on arrive à se valoriser. Donc là, on le fait au travers de la diffusion de travaux. Donc on fait des publications qui sont généralement en langue anglo-saxonne. On va présenter en effet les travaux qu'on réalise dans des congrès. On a également associé notre activité de recherche une activité de direction de travaux de recherche. On encadre des étudiants. Je l'ai mis en gros ici. On encadre des étudiants en master. On encadre des étudiants en thèse d'université.
étudiants qui voudront par la suite obtenir un doctorat et faire le même métier que vous, c'est-à-dire devenir enseignant-chercheur. Enfin, et ce n'est pas anodin, on doit également écrire des protocoles et rechercher en effet des financements. Parce que le nerf de la guerre pour faire de la recherche, c'est bien évidemment l'aspect budgétaire. Et donc on passe un certain temps de notre activité de recherche à écrire des projets de recherche et à essayer de chercher des financements pour pouvoir exercer et être capable en effet de réaliser notre recherche, pour pouvoir en effet faire vivre en effet les étudiants qui veulent faire des thèses d'université. Pour ça, il faut des budgets, il faut de l'argent en effet, pour réussir en effet à les motiver et les amener au bout du chemin, là en effet où ils veulent aller, c'est-à-dire sur ce métier d'enseignant-chercheur. Voilà, c'est important, c'était important que je vous présente cette notion-là. Alors en effet, c'est des parcours qui vous paraissent un peu longs. Ceci étant, vous êtes rémunéré quasiment tout au long en effet, du parcours. Quand je vous parle d'une thèse d'université, vous avez un salaire en effet pour pouvoir réaliser cette thèse d'université. Donc voilà, donc vous avez les moyens en effet de vivre et de parer en effet à des besoins basiques qui sont des besoins alimentaires. Mais c'est un métier dont je ne cesserai de dire en effet combien il est riche. Je crois que Florian et Thomas, j'espère en tout cas, ont réussi à vous convaincre de cela. Je pense que Sylvain pourrait tenir exactement les mêmes propos. Je n'aurais jamais voulu faire un autre métier que celui que j'exerce maintenant. Alors évidemment, les fonctions de doyen m'ont éloigné un petit peu de la recherche, mais pendant tout le temps, en tout cas, où j'ai pu la réaliser, véritablement, je me suis éclaté, véritablement tous les jours.